Moi, je vois 2 sujets principaux. Déjà, d'un côté, il y a, celui des artistes. Comme aujourd'hui, les artistes sont des entrepreneurs, ils ont des problématiques économiques, de développement. Et après, il y a, plutôt la thématique du marché de l'art avec, l'aspect investissement dans l'art, l'aspect financier. Et on voit que beaucoup de gens du secteur de la finance s'intéressent au milieu Oui. de l'art. Mais je pense que les réseaux sociaux sont une porte d'entrée, communiquer avec le public, montrant et en mettant en valeur toute l'authenticité du travail de l'artiste, sa vie, ses inspirations, toucher par l'émotion les gens, construire une communauté, chercher des partenaires commerciaux pour se développer économiquement. D'un côté, il y a effectivement le marché secondaire où c'est les ventes aux enchères des artistes, Picasso, Warhol. Ou le marché primaire, c'est très différent de la passion, de l'intérêt personnel. Les galeries, quand un artiste va vendre par lui-même, les profils d'acheteurs sont très différents entre les deux, quoi. Bonjour Théophile. Bonjour, merci. Eh bien, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation pour nous raconter un petit peu tout ce que tu fais et pour parler des rapports entre l'art et l'économie. Peut-être que pour commencer, je vais te laisser te présenter en quelques mots, nous raconter qui tu es, ce que tu fais. Très bien, merci beaucoup pour l'invitation, je suis ravi d'être ici. Donc, je m'appelle Théophile, je suis étudiant, mais en parallèle, je suis surtout entrepreneur. D'accord. J'ai créé une entreprise qui s'appelle Art and Economy, qui accompagne les artistes émergents dans le développement de leur activité. Donc, mon but pour moi, ça va être d'accompagner des artistes qui ont une carrière en croissance, de les aider surtout de l'aspect marketing, communication, vente, les aider à être plus visibles, à vendre leurs œuvres en ligne ou auprès de partenaires, et à construire des relations sur le long terme avec des entreprises. En parallèle, je commence à développer une activité de mise en contact avec des collectionneurs et des entreprises, c'est-à-dire aider des particuliers et des entreprises à acquérir des œuvres d'art, notamment des artistes ou galeries avec lesquels je travaille. Et sinon, je crée des vidéos sur Instagram un petit peu sur toute cette thématique, en essayant de partager au grand public justement cette approche sur le marché de l'art, les artistes, et le lien qu'il peut y avoir entre art et économie, justement. Je pense qu'on va en parler aujourd'hui. Oui, on va peut-être justement, on va commencer par ça. Et puis après, bien sûr, on reviendra un petit peu sur tout ce que tu viens de nous expliquer. On reviendra dessus plus en détail. Donc, pour commencer, qu'est-ce que tu peux nous dire des liens entre l'art et l'économie ? Alors, moi, je vois 2 sujets principaux. Déjà, d'un côté, il y a celui des artistes, qui, évidemment, est le sujet un peu... c'est ce qui fait tenir ce marché, parce qu'il n'y a pas d'œuvres sans artistes, évidemment. Et donc, comme aujourd'hui, les artistes sont des entrepreneurs, ils ont des problématiques économiques, de développement. Il y a quand même beaucoup d'artistes qui ont une certaine précarité ou des difficultés financières. Donc ça, c'est un sujet très important. Et après, il y a plutôt la thématique du marché de l'art, comme on peut l'entendre au sens large, avec l'aspect investissement dans l'art, l'aspect géopolitique de l'art à l'international, l'aspect financier. Et on voit que beaucoup de gens du secteur de la finance s'intéressent au milieu de l'art, que ce soit des particuliers, des fondations, des banques. Par exemple, beaucoup de banques sont investies dans l'art. Je pense à UBS, la banque suisse qui finance Art Basel, mais il y a plein d'autres exemples. Donc voilà, c'est un peu les 2 sujets principaux, je dirais. Ok. Et donc j'imagine que tu accompagnes notamment des artistes émergents. Quels sont leurs besoins spécifiques ? Alors, aujourd'hui, le marché de l'art est quand même assez fermé, et pourtant il y a beaucoup d'artistes. Donc le sujet, c'est réussir à se distinguer, réussir à valoriser ce que l'on fait et à émerger sur ce marché qui est un petit peu difficile d'accès. Donc pour moi, le premier point d'entrée, c'est la visibilité, c'est d'aider ces personnes-là justement à se rendre visibles et à gagner en notoriété. Et donc, il y a ce premier sujet, donc du coup, de communiquer. Et donc pour ça, évidemment, comme les artistes sont des gens assez isolés souvent, qui travaillent par eux-mêmes, et c'est pour ça qu'ils ont besoin de quelqu'un d'extérieur qui peut les guider sur ces sujets-là. D'accord. Après, une autre problématique qu'il peut y avoir, c'est aussi en termes d'instabilité de revenus, c'est-à-dire que c'est quand même pas toujours fluide comme revenu, pas toujours régulier. Et donc, du coup, ce sont aujourd'hui les artistes de vrais entrepreneurs qui doivent gérer différentes problématiques économiques.
Ok. Et comment justement, quelle est la meilleure façon pour un jeune artiste de gagner en visibilité, de développer sa visibilité? Alors, je pense que beaucoup de gens le savent, mais après, il faut avoir les bonnes méthodes et les bons outils. Mais je pense que les réseaux sociaux sont une porte d'entrée, vraiment une belle opportunité pour se développer en tant qu'artiste. Évidemment, beaucoup d'artistes n'y arrivent pas malgré le fait qu'ils essayent. Mais je pense que un des points principaux aujourd'hui, c'est de communiquer avec le public et de ne pas se fermer de porte, c'est-à-dire de ne pas se restreindre à seulement quelques opportunités, à rester dans le marché de l'art classique, mais d'aller atteindre plus généralement le grand public en montrant et en mettant en valeur toute l'authenticité du travail de l'artiste, sa vie, ses inspirations, son parcours artistique, ses inspirations, ses démarches. Donc de documenter tout ça pour toucher par l'émotion les gens, et ensuite ça va fédérer des gens, ça va fédérer un public qui va permettre de construire une communauté, et ensuite cette communauté va permettre d'aller chercher des partenaires commerciaux pour se développer économiquement. D'accord. Et est-ce que tu t'occupes d'artistes dans tous les domaines, dans la sculpture, la peinture, l'art vidéo, ou Alors, tu te concentres sur un secteur, en particulier? Non, pour le moment, mon activité elle est vraiment centrée sur les artistes visuels, donc les peintres, les sculpteurs, les photographes, on va dire globalement. Pourquoi ? Parce que c'est quand même un marché qui est assez spécifique. Et à l'avenir, je n'exclus pas de développer surtout la partie art du théâtre, de la danse, de la vidéo, autres. Mais globalement, c'est pas les mêmes systèmes, c'est pas les mêmes clients. Et donc, du coup, aujourd'hui, je me concentre vraiment sur ça pour pouvoir apporter un maximum de valeur. D'accord. Je voulais aussi te demander comment a évolué le statut de l'artiste dans l'économie, disons, même ces 10 dernières années, ou alors, par exemple, quelle est la différence entre un artiste, je sais pas, à New York dans les années 80 et un artiste à Paris en 2026? Ouais, bien sûr. Alors, si on prend sur le long terme, il y a vraiment une transformation qui s'est opérée dans le sens où avant, les artistes, il y a très 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 longtemps, étaient presque fonctionnaires, ils pouvaient être rémunérés pour leur travail un peu comme un salaire, ils étaient très valorisés, très reconnus. Après, c'est devenu plus académique, plus fermé, et après, depuis effectivement quelques décennies, les artistes sont beaucoup plus indépendants, et là, ce qu'on voit depuis le début des années 2000 ou 2010, et c'est vraiment une différence majeure comparée à avant, c'est que, comme je le disais avant, les artistes sont des entrepreneurs, ils doivent gérer tous les sujets, comme un start-upper qui lancerait une boîte et qui a une idée à soumettre, personne ne va aller avec lui au début, il va devoir convaincre tout le monde, et petit à petit, il va devoir renforcer cette notoriété-là. Et donc, je pense que c'est ça la principale différence qu'on peut observer, c'est le fait que les artistes sont beaucoup plus indépendants, ce qui peut certes poser des problèmes et des inconvénients, mais là où ça a un très fort avantage, c'est que du coup, ça leur offre une indépendance énorme. Ils n'ont pas besoin d'être dépendants forcément d'une seule galerie, d'un seul agent ou d'une seule personne. Ils peuvent eux-mêmes diriger tout et s'orienter, adapter. Et du coup, avec le temps, puisque ce ne sera pas immédiat, mais avoir plus d'indépendance et plus de revenus. D'accord. Tu parles des galeries, donc ça me fait penser à la question du marché. Est-ce que tu peux nous dire la différence entre le marché primaire et le marché secondaire? Oui, bien sûr. Alors, il y a une vraie différence en fait, parce que quand on pense au marché de l'art, quand le grand public pense au marché de l'art, on voit beaucoup les records de vente très médiatisés, on en parlera après, mais des choses très médiatiques. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un marché vraiment où il y a différents segments. Et d'un côté, il y a effectivement le marché secondaire où c'est les ventes aux enchères. Donc, c'est quelque chose de très prédictible et mesurable, puisque c'est des artistes qu'on peut appeler blue chip, c'est-à-dire des valeurs sûres sur le marché. Par exemple, Picasso, Warhol, ou des très très grands artistes comme ça, où on sait quelle valeur ça a sur le marché. Et c'est quand même assez inaccessible. C'est quand une œuvre se revend sur le marché. Le marché primaire, c'est très différent puisque c'est beaucoup plus large. C'est
plus de risques pour les personnes qui vont investir, mais c'est surtout avant de parler du risque, c'est de la passion, de l'intérêt personnel. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus large. Et ça va être effectivement les galeries qui vont faire découvrir des artistes qui n'ont jamais été vendus, quand un artiste va vendre par lui-même. Donc voilà, il y a cette différence entre ces deux marchés qui sont très différents. Et du coup, les profils d'acheteurs, les intérêts à acheter les œuvres sont très différents entre les deux, quoi. Ok. Et si j'ai bien compris ce que tu expliquais quelques minutes auparavant, toi, tu es plutôt sur le marché primaire. Oui, bien sûr. Moi, l'idée, c'est un artiste qui est à ses débuts ou qui est en croissance, l'aider à se développer et être visible, ne pas rester dans son coin, ne pas rester isolé. Donc, évidemment, c'est là où je suis occupé à faire ça. Et même dans l'aspect vente, si je vends des œuvres d'art, ce sera du coup vraiment sur des artistes émergents et vivants. D'accord. Et ensuite, le marché secondaire, et comme tu le disais, on entend souvent parler des ventes qui font des scores très, très impressionnants et qui semblent un petit peu décorrélés finalement de la réalité. Et donc, on suppose que c'est réservé aux grandes fortunes. Alors, comment on explique l'intérêt des grandes fortunes et des très grandes fortunes pour le monde de l'art? Ouais, alors, effectivement, il y a, comme on l'a vu, des records aujourd'hui sur le marché de l'art. Encore en novembre dernier, il y a une œuvre qui s'est vendue 235 millions, une œuvre de Gustav Klimt. Donc, déjà, il y a un chiffre qui est important, c'est qu'aujourd'hui, les ultra high network, les personnes très fortunées, l'art peut représenter pour certains environ 20% de leur patrimoine en termes de valeur. Et au-delà des personnalités, tout ce qui est de l'ordre des family office, les structures d'investissement, investissent aussi beaucoup dans l'art. Il y a différentes raisons à ça. Alors évidemment, la passion, l'intérêt pour l'art doit évidemment être là, sinon ça n'a pas d'intérêt. Ouais. Mais déjà, le premier point, c'est que c'est une valeur refuge, notamment pour les artistes blue chip, c'est-à-dire que il y a une prédictibilité, on sait que l'artiste a telle valeur sur le marché et que donc l'œuvre est un moyen pour une personne qui, imaginons, a une fortune de 600 millions, si elle investit 10% de ce capital, c'est de l'argent qui est stocké et qui ne reste pas en monnaie, en liquidité. Donc c'est un moyen de placer de l'argent, d'avoir une valeur refuge. Et après, le deuxième point, c'est qu'il peut y avoir des avantages fiscaux, que ce soit pour les entreprises ou à échelle individuelle. Mais pour une entreprise, par exemple, il y a des avantages fiscaux à garder l'œuvre dans le temps. Au-delà de 22 ans, il n'y a pas de taxe sur la plus-value. On peut mettre en charge avec le leasing pour les entreprises. D'ailleurs, moi, j'ai un partenariat avec le leader en France du leasing d'œuvres d'art pour les entreprises, D'accord. qui va permettre de mettre en relation, du coup, une entreprise qui veut acheter une œuvre d'art pour ses locaux avec un artiste. Et c'est bénéfique pour l'artiste qui, lui, reçoit l'argent directement et pour la société qui va en fait louer l'œuvre avec derrière une option d'achat. Mais pour revenir à l'échelle individuelle, Oui. il y a aussi quelque chose qui est important, c'est au-delà de l'aspect financier, de l'aspect fiscal et de l'aspect investissement, c'est que l'art aujourd'hui, c'est un moyen d'influence un petit peu, d'accéder à un cercle fermé. Et là, on entre dans quelque chose vraiment de l'ordre du statut ouais, de symbolique. l'ordre du statut, Mmh. de la géopolitique presque, mais je pense à la famille Pinault qui investit beaucoup dans l'art. Oui. Je crois qu'ils ont revendu ou acheté, je ne sais plus précisément, une œuvre à la Chine, ce qui leur a permis d'avoir une entrée sur ce marché. Ah oui, d'accord. Et donc, du coup, en fait, à un certain niveau, pour les personnes très fortunées, ça devient un réel moyen d'accéder à quelque chose de fermé et d'unique, quoi. Ok. Mais est-ce que pour autant, l'art, le marché de l'art, est-ce qu'il est réservé à ces grandes fortunes dont on vient de parler? Alors, justement, moi, je pense que pas du tout. Aujourd'hui, n'importe qui peut s'intéresser à l'art, même sans payer au final, puisqu'on a plein de manières d'accéder à l'art. Et justement, l'intérêt, et ce que moi je trouve très intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est universel et chacun a sa façon de s'y intéresser. Oui. Il y en a, certes, ce sera avec des intérêts financiers et avec un investissement très important.
et d'autres, ce sera beaucoup moins important. Aujourd'hui, il y a plein d'artistes. Si on parle vraiment d'acheter des œuvres, plein d'artistes où vous pouvez commencer à acheter une œuvre pour même pas 500 euros. Ah oui. Ça reste une somme que tout le monde ne peut pas mettre, mais enfin, ça reste un moyen d'accéder à l'art de manière universelle. Et après, globalement, je pense qu'il faut distinguer l'accès à la culture et l'accès au marché de l'art, qui sont deux choses différentes. Puisqu'aujourd'hui, l'accès à la culture, notamment en France, il est assez valorisé. On permet quand même aux gens de s'intéresser à la culture dès le plus jeune âge, d'aller dans les musées, voilà, de découvrir. Après, le marché de l'art, c'est autre chose, puisqu'on entre dans quelque chose vraiment de l'ordre de la finance. Mais néanmoins, tout le monde aujourd'hui peut s'intéresser à l'art, et il ne faut pas hésiter surtout à y aller. Parce que c'est vrai que quand on se promène, par exemple, à Paris, il y a plein de galeries, mais on peut être un peu intimidé de rentrer dans cette ambiance un peu froide, avec des murs blancs. Même moi, la première fois que je suis entré, on a l'impression d'un petit peu déranger, et pourtant, il faut pas. Il faut ouvrir la porte et il faut y aller sans hésiter, quoi. D'accord. Alors bon, comme tu le sais sans doute, ici au Revenu, on aime bien, notre spécialité, c'est de donner des conseils aux investisseurs particuliers. Alors, imaginons que justement, moi je suis un particulier avec 1000 euros que je veux placer dans l'art. Comment est-ce qu'on s'y prend? Alors, pour pas faire trop d'erreurs, surtout la première fois. Je pense qu'avec 1000 euros, en fait, on peut prendre un risque, effectivement, puisque ce ne sera pas une garantie. C'est-à-dire qu'avec 1000 euros, le retour sur investissement ne sera pas forcément garanti. C'est surtout un investissement passion pour 1000 euros. C'est-à-dire qu'on va investir dans quelqu'un en se disant j'ai envie de valoriser le travail de cet artiste, de lui donner un coup de pouce en le soutenant, en achetant son travail. Et moi, ça m'est bénéfique parce que j'apprécie l'œuvre d'art et donc j'ai accès à cette œuvre d'art. Néanmoins, c'est toujours un moyen, effectivement, de placer l'argent, mais ce ne sera pas vraiment un investissement à échelle de 1000 euros. Après, il y a aujourd'hui des dispositifs qui permettent justement aux gens d'investir dans l'art, même sans avoir une fortune immense. Mais pour les gens qui ont déjà un petit peu de moyens pour investir, je pense à des clubs comme Matisse, qui est aujourd'hui très connu sur le marché, qui permet d'investir dès 20 000 euros dans des œuvres d'art blue chip avec des club deals. Donc ça, si on parle vraiment de l'investissement dans l'art, c'est déjà un moyen d'investir. Et il y a des structures à l'étranger qui permettent de le faire dès 5 000 euros, je crois. Donc là, vraiment en termes d'investissement. Après, honnêtement, je pense qu'autour des 1000 euros, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du plaisir et de valoriser le travail d'un artiste. D'accord. Alors, on va changer de point de vue et parlons un peu des entreprises. Qu'est-ce que... Alors, on va changer un petit peu de point de vue et parler des entreprises. Quel est l'intérêt pour des entreprises, notamment les grandes entreprises, d'acheter des œuvres d'art? Tu as un tout petit peu effleuré le sujet tout à l'heure, mais je pense que c'est bien de revenir dessus. Oui, bien sûr. Alors, comme intérêt pour les entreprises, effectivement, il y a ce que j'ai abordé tout à l'heure, l'aspect fiscal économique. C'est-à-dire qu'avec le leasing, aujourd'hui, il y a un avantage très important en France qu'il n'y a pas dans plein d'autres pays. C'est que les entreprises peuvent louer les œuvres avec option d'achat et donc déduire ça de leurs frais. C'est pour ça qu'il y a plein de fondations d'entreprises qui font ça. Après, plus globalement, c'est vraiment un moyen, si on parle avec un angle marketing, pour une marque de se différencier. On voit qu'il y a plein de marques de luxe qui, aujourd'hui, font des collaborations avec des artistes. Oui, c'est Pourquoi ? vrai. Parce que ça attire le regard, ça touche à l'émotionnel, ça attire les personnes autour de la marque. Je pense à des grandes marques comme par exemple Louis Vuitton qui ont fait des collaborations avec des grands artistes, mais aussi à échelle plus réduite, des marques vraiment de niche, par exemple d'horlogerie en Suisse. Au-delà des grandes marques très connues, il y a plein de marques un peu moins connues, ou alors notamment dans l'hôtellerie, des hôtels de luxe qui utilisent l'art pour se différencier et surtout jouer sur l'authenticité. Parce que je comprends. Aujourd'hui, le luxe, il connaît un petit peu une crise. Pourquoi ? Parce que les personnes ne veulent plus détenir seulement des objets, elles veulent réellement acheter une expérience, elles veulent de l'exclusivité
Et donc, aujourd'hui, l'art est un moyen d'apporter de la singularité, de l'authenticité pour les marques, de réellement se différencier, d'avoir un produit qui est unique. Et donc, les artistes, par leur travail unique et authentique, apportent ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a plein d'hôtels qui font des expositions d'œuvres d'art, des marques de luxe, une en Suisse notamment, qui, quand elle reçoit ses clients, organise des expériences un peu artistiques. Ah oui, je ne savais pas. C'est intéressant, ça. Donc voilà, en fait, il y a un lien vraiment entre l'art et le luxe qui est très proche aujourd'hui. D'accord. Et donc là, tu as parlé des hôtels. Donc ça j'arrive à comprendre l'intérêt pour un hôtel d'avoir des belles œuvres d'art ou des œuvres d'art prestigieuses. Mais par exemple, une banque, moi, j'aurais beaucoup de mal à citer une œuvre connue ou un peintre connu qui serait, qui aurait été, enfin une œuvre qui aurait été achetée par une banque. Je n'ai aucune idée, en fait. Donc, j'ai l'impression que d'un point de vue de symbole et de prestige, c'est un peu moindre que pour un hôtel, où je me trompe. En fait, c'est surtout, je pense que c'est quelque chose de très opaque et fermé. Les banques ne communiquent pas beaucoup là-dessus. Mais globalement, il y a beaucoup de banques qui investissent dans l'art. Je le disais tout à l'heure, en Suisse, il y a la banque UBS qui a racheté le Crédit Suisse il y a 1 an à peu près, je crois, ou un peu plus. Non. Je sais pas, malheureusement, je peux pas te donner la date exacte. Je vais reprendre ça. Non, c'est pas grave. Ok. Donc tu parlais de la banque UBS, effectivement, c'est une banque assez connue. Oui, et donc eux, ils ont une collection d'œuvres d'art sur Zurich et Genève. Et ils ont racheté le Crédit Suisse il y a quelques temps. Et ils ont du coup récupéré un certain nombre d'œuvres d'art. D'accord. Il y a aussi en Belgique la banque ING qui a une collection d'œuvres d'art. À Paris, il y a, je crois, le Crédit Agricole qui a une collection d'œuvres d'art. Donc, beaucoup de banques investissent dans l'art, mais on ne le voit pas forcément. C'est pas très médiatique. Pourquoi ? En fait, c'est un moyen, il y a 2 points. C'est un moyen, comme je le disais, du coup, fiscalement, de gagner de l'argent, de placer de l'argent pour les banques. Et c'est aussi un moyen, derrière, de proposer à leurs investisseurs, du coup, d'avoir une entrée sur ce marché plus facile. C'est pour ça qu'ils ont UBS, par exemple, collabore toujours avec Art Basel, parce que du coup, ça crée un lien entre les investisseurs et directement le marché en direct, quoi. Ok, mais question toute bête, est-ce qu'on peut les voir, ces œuvres d'art, ou elles sont rangées dans des coffres à l'abri ? Ça dépend, en fait. C'est-à-dire que certaines banques, on peut les voir si on est client chez eux, par exemple en banque privée. Donc voilà, pour certaines clientèles. Après, à Paris, si je ne me trompe pas, je ne veux pas me tromper de banque, mais sinon je peux dire globalement que, sans citer, qu'il y a certaines banques à Paris qui... Oui, bien sûr, vas-y. Du coup, je n'ai plus le nom exact en tête, mais il y a une banque très connue sur Paris qui, à La Défense, a une collection d'œuvres d'art et on peut aller la voir en demandant. Bon, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que c'est dommage si des œuvres importantes de l'histoire de l'art restent dans des coffres. J'imagine que toi, en tant que passionné d'art, tu dois être un peu déçu de ne pas pouvoir voir c'est sûr, certaines œuvres. Comme c'est assez fermé, ça peut être assez frustrant quand on n'y a pas accès, c'est sûr. Ok. Alors, depuis le début de cette interview, on a pas mal parlé de la notion de marché de l'art. Alors 2 choses. Comment est-ce qu'on peut caractériser les transformations de ce marché ces dernières années ? Et puis ensuite, je pense qu'il faut que tu expliques à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent comment se fixent les prix sur ce marché. Donc, première question, quelles ont été les transformations de ce marché de l'art, on va dire, depuis le début du 21e siècle ? Alors, les principales. Transformation, déjà, c'est tout l'aspect digitalisation qui a réellement bouleversé tout le milieu, parce que, en fait, aujourd'hui, la manière de vendre a évolué, c'est-à-dire que c'est beaucoup moins fermé qu'avant. Tout circule plus vite, tout s'est internationalisé. Donc, à ce niveau-là, du coup, les leaders du marché, les très grandes galeries à l'international, les grandes maisons de vente aux enchères, du coup, c'est très bénéfique pour elles parce qu'elles ont beaucoup plus de clients qui affluent, beaucoup plus de visibilité. Mais c'est vrai que pour les plus petits acteurs, les plus petites galeries, c'est devenu plus difficile. Il y a une crise depuis quelques années, beaucoup de galeries qui ferment, même énormément. Il y a une crise à ce niveau-là. Donc, du coup, c'est une transformation parce que aussi les
la clientèle a évolué, les attentes ont évolué. Donc c'est surtout une manière de comment les entreprises se communiquent, se mettre en avant, et qui fait que du coup le marché s'est transformé. Je ne sais pas si c'est clair. Si, ok. Non, en tout cas pour moi c'est beaucoup plus clair. Alors maintenant on va parler des prix sur ce marché de l'art, comment ils se fixent. Alors est-ce que c'est une simple rencontre de l'offre et de la demande comme sur d'autres marchés, ou est-ce qu'il y a quelque chose de vraiment spécifique au fonctionnement du marché de l'art ? Justement, il y a quelque chose de très spécifique parce que parfois, quand on voit des ventes records, on peut se demander qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui justifie tel prix en fait. Là encore, je pense qu'il faut différencier le marché primaire et secondaire parce que c'est pas du tout la même approche. D'accord. Sur le marché primaire, c'est les prix qui vont se fixer dans le temps, c'est-à-dire plus l'artiste va croître dans sa carrière, plus sa cote va augmenter. Et en fait, c'est surtout à ce niveau-là une histoire de réputation, de négociation et de notoriété. Donc là, c'est tous les acteurs extérieurs qui vont influencer les prix, donc les galeries, les marchands d'art, les collectionneurs, l'effet de mode. Et donc, il y a beaucoup un effet de mode aussi qui joue sur ce côté-là. Donc là, ce sont des intervenants extérieurs qui fixent les prix, les galeristes notamment. Et après, il peut y avoir aussi effectivement de la rareté, c'est-à-dire que certaines galeries vont créer volontairement de la rareté pour faire augmenter les prix, comme dans le luxe, comme dans les voitures de luxe, les montres de luxe qui font pareil. Après, le marché secondaire, donc des artistes que l'on revend ou qui sont morts, là, c'est souvent par rapport à une cote vraiment qui est beaucoup plus fixe, et avec un côté très théâtral. Par exemple, on en parlait, mais l'œuvre qui s'est vendue la plus chère depuis le début... non, attends, je vais redire. Non, mais rappelle-nous quelle œuvre a fait le plus gros score, si j'ose dire, lors d'une vente aux enchères. Alors, l'œuvre qui s'est vendue la plus chère lors d'une vente aux enchères, c'est le Salvator Mundi, qui s'est vendu 450 millions de dollars, et il a été vendu par Christie's. Et on suppose que c'est peut-être Mohamed Ben Salman qui a acheté l'œuvre. Il l'aurait rangé sur son bateau, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Mais c'est pas certain à 100%, mais il y a de très fortes chances que ce soit lui. Et donc, du coup, justement, à ce sujet, le marché secondaire, du coup, c'est plus théâtral. C'est-à-dire que c'est vraiment très visible, et c'est très restreint aussi, parce que peu de gens ont la capacité à acheter forcément. Des œuvres à ce niveau-là, sauf avec des systèmes effectivement de club deal qu'on en a parlé, mais vraiment, du coup là, c'est plus sur les enchères. Donc en fait, pour résumer sur comment se fixent les prix, le marché primaire, ça va être les galeries, les marchands d'art, les artistes qui vont vendre directement aux clients. Et le marché secondaire, ça va être beaucoup les ventes aux enchères qui seront du coup assez médiatisées. Ou au contraire, qui parfois peuvent être très privés, mais c'est souvent quand même assez médiatisé. Ok. Mais est-ce que, par exemple, sur le marché primaire, quand il y a un particulier qui est intéressé par une œuvre en particulier, une œuvre spécifique, d'un artiste, est-ce qu'il y a une marge de négociation, comme il peut y avoir dans d'autres domaines, entre l'artiste et l'acheteur potentiel, ou vraiment c'est un milieu où, par exemple, l'artiste dit c'est tant, ou son agent ou celui qui l'accompagne va dire c'est tant, et puis il n'y a pas vraiment de... Sur le marché primaire, c'est ça. Il peut y avoir, effectivement, souvent il y a un minimum. Après, les prix, justement, dans ce marché, comme il n'y a pas de valeur forcément préétablie, c'est-à-dire que contrairement à une voiture de luxe, on sait quel coût ça a. Là, c'est une valeur qui se crée par les différents intermédiaires. Et justement, ça peut être très variable selon la rareté qui est construite, selon l'effet de mode. Et effectivement, il y a un minimum, et après, souvent, il n'y a pas de maximum, en fait. D'accord. Parlons aussi maintenant un petit peu de la fraude, puisque étant donné les sommes qui sont engagées dans certaines ventes aux enchères, il peut être tentant pour des faussaires et des comment on appelle ça, des escrocs d'essayer d'exploiter ce marché en produisant des faux. Est-ce que ça, tu peux nous en parler un petit peu? Alors, et quel est le risque pour l'investisseur de se tromper et de se retrouver avec un faux tableau? Bien sûr. Alors, sur tout ce qui est faussaire, alors c'est quand même
assez rare aujourd'hui, même si ça existe toujours. Pourquoi ? Parce que quand même le marché est assez, on va dire, surveillé. Il y a quand même c'est assez médiatisé, donc c'est plus difficile qu'avant de faire une fausse œuvre et de réussir à la vendre. Maintenant, ça n'empêche pas, effectivement, comme c'est un marché opaque, d'avoir des pratiques qui peuvent être un peu frauduleuses. Donc, effectivement, tout peut se jouer aussi au niveau de l'authentification, c'est-à-dire que le rôle va être déterminant, surtout, par exemple, le commissaire-priseur ou les experts qui vont authentifier l'œuvre, qui parfois peuvent être investis dans la fraude pour justement pousser une vente ou au contraire arrêter une vente si l'œuvre est fausse. Donc en fait, comme il y a plein d'acteurs qui interviennent dans le marché, et du coup, ça peut effectivement arriver. Après, sur d'autres types de fraudes qui peuvent arriver dans ce marché, c'est beaucoup autour de la manipulation des prix, du blanchiment, de la fraude fiscale. Donc, ça peut arriver effectivement, comme c'est un marché assez opaque, que des personnes manipulent les prix, c'est-à-dire vont volontairement, par exemple, faire baisser le prix d'une œuvre pour la racheter et la revendre beaucoup plus cher, ou alors blanchir avec des structures, des montages financiers d'une œuvre d'art, mais je ne vais pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas non plus... voilà. Non, mais de toute façon, je pense que pas mal de gens ont en tête des affaires qui ont fait pas mal de bruit dans les médias, notamment non seulement par les sommes engagées, mais aussi par le côté parfois un peu rocambolesque de ce type de fraude. Ok, mais alors moi ce qui m'intéresserait de savoir, c'est pour un particulier, est-ce que c'est un marché qui présente plus de risques qu'un autre, notamment en raison des pratiques que tu viens de mentionner? Alors, de risques, je sais pas, mais en tout cas, c'est moins certain, ça c'est sûr. C'est un marché qui est beaucoup moins certain parce que on touche à quelque chose de beaucoup moins rationnel. Enfin, c'est pas un produit financier en soi. Donc, si on parle d'investissement, il y aura rien de certain. Après, si on parle de l'aspect plaisir d'investir dans l'art, quand c'est à une échelle avec des prix assez bas, le sujet principal, c'est avant tout le côté passion, intérêt personnel. Donc, l'aspect fraude se joue quand même à des niveaux assez importants sur le marché, je pense. Après, pour revenir à l'aspect de l'investissement, aussi un point que j'ai oublié de noter, c'est que quand même, pour les grandes fortunes qui investissent dans l'art, si on fait une moyenne, l'art est plus performant que le S&P 500 sur ces dernières décennies. Mais ça reste quand même un segment du marché restreint et pas accessible à tout le monde. Oui, là, j'imagine que tu parles essentiellement d'œuvres d'artistes, disons, qui sont hors catégorie. Picasso, Rothko, Klimt. C'est dans ces cas-là, j'imagine. Oui, c'est ça. C'est pour ces artistes, justement, qu'il y a... Donc oui, c'est pas dans le cas du particulier, mais je revenais à ce point-là, qui est que si on parle vraiment d'investissement, ça peut représenter des avantages, même si ça reste incertain et flou comme marché. D'accord. Petite question. Est-ce que, selon toi, il y a des artistes qui vont acquérir ce statut, justement, de rentrer dans cette catégorie des artistes qui vendent des tableaux à plusieurs dizaines de millions ou centaines de millions? Est-ce que tu as des pronostics par rapport à ça? Prochainement? Oui. Si tu devais parier sur quelqu'un. Honnêtement, je ne saurais pas dire, parce qu'en plus, moi, mon activité se concentre sur les artistes émergents. Alors évidemment, en étant dans ce milieu, je suis amené à suivre ce qui se passe et autres, mais ça reste très incertain en fait. C'est justement, ça se base sur un effet de mode, sur un effet... Donc je ne peux pas trop prédire. En revanche, ce qui est intéressant de voir, je pense, c'est les grands changements, justement, on va pouvoir en parler, les grands changements du marché dans le futur. Qui vont opérer et comment ça va transformer cette économie et du coup l'investissement potentiellement dans l'art aussi. Ok. Et comme tu viens de le dire, on va passer pour terminer cette interview. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont, selon toi, les perspectives d'évolution pour le marché de l'art à court, moyen, long terme, enfin, ce qui te semble pertinent? Oui, bien sûr. Alors déjà, quand on parle de digitalisation, je pense qu'il y a un point aussi qui est important d'aborder selon moi,
c'est que beaucoup de questions se posent autour de la digitalisation, que ce soit du côté, par exemple, de l'intelligence artificielle. Ah oui, on n'en a pas parlé, mais tu as raison. Ce qui est un point. Beaucoup de gens pensent que l'art peut être menacé par l'intelligence artificielle parce qu'on le voit bien depuis ces dernières années, les créations se multiplient, les possibilités de création deviennent immenses grâce à l'intelligence artificielle. On a commencé à vendre aux enchères des œuvres c'est ça. créées par des intelligences artificielles, il me semble. Justement, l'intelligence artificielle, beaucoup de gens se questionnent sur l'avenir de l'art avec l'intelligence artificielle. Beaucoup de gens pensent que ça pourrait être menacé. Oui. Il y a une part de réalité et c'est vrai qu'il ne faut pas se prendre tout pour acquis et voilà, se reposer. Avec l'intelligence artificielle, on peut se poser pas mal de questions sur l'avenir de l'art et avec l'intelligence artificielle. Parce que, je prends un exemple, il y a 1 an à peu près, il y a eu une vente chez Christie's d'œuvres spécifiquement faites par intelligence artificielle. Et ça n'avait pas hyper bien marché parce que beaucoup de gens avaient signé une pétition contre cette vente, beaucoup d'artistes. Et globalement, les gens n'étaient pas hyper emballés, ce qui justifie en fait, ce qui montre que ce qui fait la valeur de l'art, c'est pas seulement le résultat, c'est beaucoup le processus, l'aspect humain. Et même s'il y a eu un record il y a quelques années d'un portrait vendu 430 000 € fait par l'IA, je pense que oui, il faut rester adaptable en tant qu'artiste, ça c'est une évidence. Mais je pense qu'au contraire, demain, l'art aura encore plus de valeur parce que dans un monde où tout se digitalise et où les relations sont assez distantes, l'art permet aux gens de se recentrer à quelque chose d'essentiel, d'unique, d'authentique. Et les gens n'achètent pas l'œuvre que pour le résultat physique, ils achètent pour tout ce qu'il y a derrière. C'est comme si on disait qu'un pilote de F1 serait remplacé par un algorithme, un DJ serait remplacé par un algorithme, un pianiste sur une scène serait remplacé par un robot. Ce qui fait l'intérêt pour les marques et pour le public, c'est quand c'est incarné par une personne qui communique une image et une marque. Pour du coup l'avenir du marché, il y a aussi un autre point qui est les NFT, puisque c'est assez lié. Pas mal de gens parle de ça. Il y a eu un petit peu une bulle il y a quelques années. Oui, c'est ce que j'allais dire. Presque une bulle spéculative parce qu'il y a une œuvre qui s'est vendue presque 70 millions en NFT de l'artiste, je ne sais plus. Oui, donc tu parlais des NFT qui, effectivement, il y a quelques années, moi, il me semble qu'on en parlait beaucoup, on en parle un peu moins aujourd'hui. Et je crois que tu as un exemple d'une œuvre en particulier. Exactement. Alors, chez Christie's, en 2021, il y a une œuvre de Beeple qui s'est vendue 69,3 millions de dollars. Donc, un record pour une œuvre sous forme de NFT. Et donc, c'est vrai qu'il y a eu un effet de mode. Beaucoup de gens se sont mis dedans. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les NFT, c'est pas une technologie propre à l'art initialement. C'est une technologie d'authentification qui est utilisée dans plein de domaines. Et donc, c'est pas impossible que le marché reprenne dans quelques années, que ça se développe petit à petit. Cependant, ça remplacera jamais l'art classique, parce que là encore, il faut voir, en fait, je pense qu'il faut faire la différence entre les fonctionnalités, les technologies qui existent et le marché qu'il y a derrière. Aujourd'hui, quelle est la volonté des gens à s'intéresser à l'art ? C'est d'avoir une œuvre, c'est l'aspect esthétique, émotionnel. Ça n'exclut pas qu'il y a des personnes qui vont continuer à s'intéresser aux NFT et c'est très bien, ça ouvre de nouvelles opportunités. Mais voilà, ça remplacera jamais le marché classique. D'accord. Ok. Écoute, merci beaucoup d'être venu et de nous avoir expliqué tout ça. Est-ce que tu veux prendre quelques minutes pour conclure ou est-ce qu'il y a des choses que tu veux ajouter, des choses dont on n'aurait pas parlé Il y a un point qu'on n'avait pas abordé, mais c'est pas grave. Mais du coup, ça fait un peu bizarre de l'aborder à la fin. C'était sur les personnalités qui financent la culture, mais du coup, ça fait un peu bizarre de l'ajouter à la fin. Oui, je crois que pour le financement, on en avait pas mal. Enfin, les acheteurs, de ça, on en avait pas mal parlé. Non, peut-être on peut terminer par. Est-ce que tu peux nous. Là, tu as bien détaillé quelles sont les perspectives futures pour le marché de l'art. Revenons à notre investisseur particulier qui s'intéresse au marché de l'art. Qu'est-ce qu'il doit surveiller dans les années à venir si lui, il veut investir, quand il va investir sur ce marché, qu'est-ce que tu penses qu'il doit surveiller ? Quelle évolution il doit surveiller ? Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est en fait
si on parle vraiment d'investissement, ça se joue dans une stratégie globale et si on prend une pyramide de la priorité des investissements, l'art n'est pas du tout une priorité en soi. Si le but c'est de viser le rendement, d'abord il y a plein d'autres choses et je pense qu'au revenu vous en parlez beaucoup justement de tous ces sujets-là, mais l'art c'est un peu une classe d'actifs exotique quoi. Donc à surveiller, je pense que en fait tout part d'abord de l'intérêt personnel. Donc, en fait, je pense pas qu'il y ait de choses à suivre particulièrement, puisque tout va dépendre de la situation individuelle de chacun, de son budget, de sa capacité d'investissement, de ses goûts personnels. Et après, en s'intéressant à ce milieu, en allant à la rencontre des différents acteurs, eh bien, il va nécessairement comprendre ce marché, comprendre les mécaniques économiques et pouvoir, s'il le veut, après investir dans des artistes et des œuvres d'art. Ok, super. Je pense que pour tout le monde, c'est beaucoup plus clair maintenant. Et merci pour ces conseils pour ceux qui veulent, celles et ceux qui voudraient se lancer dans ce type d'investissement. Écoute, si tu veux conclure, sinon, écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravi d'avoir pu partager différentes choses. Moi, le dernier point que je voulais dire, c'est qu'effectivement, voilà, pour moi, ce qui est important aujourd'hui, je pense que c'est de valoriser le travail des artistes, effectivement, puisque c'est un petit peu le point essentiel qui fait tenir ce marché. Et donc, c'est pour ça que moi, c'est très important pour moi, justement, de faire ce que je fais, d'être aux côtés des artistes. Et donc, tout le monde peut participer à ça avant de parler d'investissement, effectivement, de soutenir les artistes qui ont besoin aujourd'hui, dans leur activité, de soutien, d'être accompagnés, d'être mis en valeur. Voilà, je pense que c'est très important. Et donc, du coup, justement, dans cette logique-là, pour tous les artistes qui nous regardent, ou si vous connaissez des artistes dans votre entourage, eh bien, n'hésitez pas surtout à venir vers moi via mon compte Instagram théophile.richaume et à découvrir toutes mes vidéos et tous mes contenus, et aussi à vous abonner au compte du revenu. C'est exactement ce que j'allais dire, parce que le revenu parle de tous les types d'investissements, et notamment des investissements exotiques, comme disait Théophile, et donc le marché de l'art. Donc voilà, n'hésitez pas à lire le revenu si vous voulez d'autres conseils. Écoute, merci Théophile. Merci beaucoup. Oui, comme je disais, ça a apporté tu as répondu à beaucoup de questions. Et à bientôt peut-être. Merci beaucoup, à bientôt. Et donc voilà, si cette vidéo vous a plu, il faut la liker. Et n'oubliez pas de vous abonner au revenu. Au revoir. Merci, au revoir.